Il était une fois un député qui était là pour faire la loi avec d'autres députés. Il était fâché et il exprima soudain son désarroi. Il tint à peu près ce langage. Debré disait, ça me fait la peine de citer Debré dans cet hémicycle, créole un jour, créole toujours. Ce soir, nous constatons que c'est colon un jour, colon toujours. Monsieur le ministre, tout ce qui est fait pour nous est fait contre nous. Et je vais vous dire, monsieur le ministre, à force de nous diriger par ordonnance et par décret, vous êtes en train de vous décrédibiliser. Il dit tout haut ce que d'autres pensaient tout bas. Il dit tout haut ce qui faisait honte à certains. Il dit tout haut ce que nombreux autres voulaient cacher. Qu'est-ce qu'on lui a répondu et qu'est-ce qui s'est passé? Voyez. Je vous remercie. Monsieur Maillard, rappel au... L'article 100 sur la bonne conduite de nos débats. Notre collègue, sûrement dans la passion de la défense de son amendement, a dit des mots qui, je l'espère, ont passé ce qu'il avait dans sa conscience. Vraiment, je lui demande des excuses parce que je pense qu'on peut avoir une discussion tout à fait sereine et avoir des points de vue différents. Je crois que c'est l'honneur de notre hémicycle. Honnêtement, les propos que vous avez tenus sont insupportables. Alors... Balbutiant, titubant, son adversaire, loin de le confronter sur les idées, ne fit que demander des excuses au nom de la République, qui normalement n'est autre que le porte-parole du peuple. Et commença alors un débat parallèle, un débat sur l'image. Demande-moi pardon et je te gracierai. Et ça a créé une réaction, bien entendu. Je vous laisse regarder la suite. Monsieur s'il vous plaît, je vais vous passer la parole, monsieur Maillot, mais il est vrai qu'il y a des mots pour lesquels il ne faut pas aller trop loin non plus. Non, attendez. On est là pour la bonne tenue des débats et on est là pour que ça se passe de manière sereine. Voilà. Donc, s'il vous plaît, monsieur Maillot, la parole est à monsieur Maillot. Allez-y. Je vais citer Thomas Sankara. Un esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Bon, il faut qu'on en parle, puisque la présidence de séance a invoqué la sérénité. Eh bien, dans un débat serein, normalement il n'y a pas la force, il n'y a pas le décret, il n'y a pas le 49.3. Dans un débat serein, il n'y a pas d'insultes faites au peuple avec des milliardaires qui vont dans la galerie des glaces à Versailles pendant que le peuple est en train de crever et d'avoir faim et avec des prix chers, avec une vie de plus en plus difficile. La sérénité, le gouvernement et le pouvoir en place en a privé les gens, en a privé le peuple et le Parlement et le cœur, quelque part, des décisions qui vont être prises pour le peuple, normalement par le peuple. Ici, nous sommes dans une rhétorique du débat contradictoire, c'est même pas un débat, il n'y a pas d'idée en fait, il n'y a pas d'ouvrage politique. C'est assez intéressant ce qu'a fait le député LFI, ça met l'accent sur une domination, mais il y a un souci, on ne peut pas tous faire ça. On ne peut pas tous faire ça, lui peut faire ça du fait de sa position, il faut voir quelle en est l'efficacité. Moi je regarde souvent, si je parle, quelle en est l'efficacité, jusqu'à où ça dure, jusqu'à où ça mène l'idée politique. Et on peut voir quelles autres versions nous aurions pu faire. Vous, qu'est-ce que vous auriez dit si vous aviez été à sa place? Comment vous auriez répondu pour se mettre dans la peau de l'acteur et non plus du spectateur? Pour ma part, j'aurais demandé pardon. Voilà, pour ma part, j'aurais demandé pardon au peuple de France de lui imposer 20 heures de travail par semaine assez indéterminé pour 500 € par mois, ce qui fait du 4-5 € de l'heure, brut, même pas net, c'est-à-dire sans chômage, sans retraite, sans rien, désocialisé, salaire désocialisé. J'aurais demandé pardon au peuple de France de prendre une décision sans son consentement, sans ses élus. J'aurais demandé pardon au peuple de France
aux femmes, aux hommes vaillants, prêts à travailler, qu'on va leur payer bien moins que des consultants de chez de certains groupes que je ne citerai pas pour pouvoir leur faire de pub. Groupes américains qui sont venus faire du consulting en France et qui se sont fait payer 2000, 2500 € jour. D'accord ? Moi je suis d'accord pour qu'on fasse travailler les gens, mais qu'on les paye. D'accord ? Qu'on les paye, on ne demande pas 2000 € par jour, hein. 2000 € par mois ça suffit. Pour certains, même 1000, même 1500. Et voir qu'est-ce qu'il y a comme idée à mettre, n'est-ce pas ? D'accord, vous voulez faire ça, allons le faire, mais créons des espaces. Vous voulez que les gens travaillent avec moins d'argent, alors enlevez-leur le loyer. Donnez-leur l'occasion de se vêtir gratuitement, de se nourrir gratuitement et créer une alternative au mode de consommation actuel. Et là, on rentre dans l'idée politique. On aurait à utiliser la rhétorique mensongère de celui qui prétend gouverner le peuple pour le peuple et nous aurons à amener une idée politique à la place avec peut-être une petite nichette de pique ou une flèche. Pourquoi je dis ça ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut durer. Brassens disait « Mourir pour des idées, oui, mais de mort lente, de mort lente. » La résistance, elle sera efficace si vous vivez 100 ans. Vivez 100 ans, battez-vous 100 ans ou 50 ans durant ces 100 ans. Que votre réveil politique soit utile pour le plus grand bien du plus grand nombre et le plus longtemps possible. Le colon qui emmerde le plus le monde, c'est celui qui meurt le plus tard, en vrai. Et pour moi, le colon, celui qui colonise, ce n'est pas nécessairement celui auquel on pense, le blanc, cisgenre, etc. C'est quelqu'un qui est investi d'une idée, d'une idéologie, de prendre et d'accumuler. Rousseau en parlait, que le premier qui a eu l'idée de dire « ce lopin de terre est à moi », celui-là a créé les bases des injustices et des inégalités. La vache. Et c'est dur de se battre face à ça. C'est une idée en fait que beaucoup soutiennent, beaucoup de freelances, d'indépendants soutiennent, beaucoup d'entreprises soutiennent, d'entrepreneurs soutiennent. En fait, à 95-99%, nous sommes tous quelque part colons dans nos esprits parce qu'on cherche à accumuler. On cherche à accumuler plus de biens, plus de matériel, plus de voyages, plus de plaisir, plus d'argent, plus de biens. Alors je dis « oh, mais tout le monde n'est pas comme ça, c'est sûr ». C'est sûr, certains voudront accumuler plus de dignité, plus de liberté, plus de connaissances. Mais ça restera toujours un état d'esprit colonisateur, de vouloir acquérir, conquérir, avoir, prendre, accumuler. Alors il est certain qu'il peut paraître plus vertueux de vouloir plus de bonheur, plus de liberté, plus d'amour, plus d'engagement, plus d'amitié, plus de gens avec qui vivre en paix. Mais c'est toujours la même idée, la même idéologie. Prendre, s'accaparer, s'approprier et accumuler. À moins qu'on fasse un autre choix de société. Et ça se décide parfois dans l'hémicycle, et ça se décide dans nos conversations comme ça, en proposant de l'idée politique. Et dans un mécanisme fasciste, dans un mécanisme fascisant, c'est un mot fort que je dis là, parce qu'on associe souvent le fascisme à Hitler, à Franco, au franquisme, à tout ça, Mussolini et compagnie. Le fascisme, c'est quand chaque part de la société commence à fonctionner avec du mensonge. Tout le monde se ment pour pouvoir survivre. Et plus personne ne dit ses idées clairement. D'accord ? Plus personne ne va rentrer dans le jeu en disant là, il y a un problème, là, il y a quelque chose qui cloche. Et là, le fascisme est installé. L'un des plus hauts niveaux de fascisme que j'ai rencontré, c'était en Iran. Donc, pour vous dire l'atmosphère dans un climat comme ça, on n'ose plus dire ce qui ne va pas. Parce qu'on a peur d'être mis en prison, d'être tué, d'être enlevé, etc. Une vidéo comme ça, telle que je fais, dans un tel pays, dans un tel environnement, ce serait interdit ou ce serait réprimé immédiatement.
Heureusement, ce n'est pas encore totalement le cas en France, mais ça commence à l'être. Et le fait de faire des vidéos comme ça, de rentrer sur le terrain de jeu public, de dire voilà comment moi j'aurais imaginé le discours, eh ben, c'est une forme de résistance. Vous créez, et vous allez aussi créer dans votre vie. Mais si vous vous taisez, si je ne dis rien, je laisse les choses se faire, le fascisme aura gagné. Il aura clos le bec par moyen rhétorique. Donc là, le moyen rhétorique qu'a utilisé l'adversaire du député, le ministre, ça a été d'exiger des excuses. Et en fait, en exigeant des excuses, en faisant un rappel à l'ordre, il n'est pas du tout allé dans le fond du problème, dans le fond du sujet qu'il a évité. Donc tout ce dont on va parler, c'est « Ah oui, etc. Colomb, machin, etc. » Donc ça va faire une tollée dans les médias, j'en suis certain. Mais on ne va pas parler du sujet. On ne va pas parler du choix de société. On va pas parler du choix philosophique d'abandonner notre esprit colonisateur, notre esprit de conquête et de sortir de la compétition pour rentrer dans une forme de coopération. Donc la première raison que j'invoque, c'est de durer. Quand on fait trop de discours comme ça, eh ben, on ne va pas durer, on va se faire attaquer. L'exemple même de Thomas Sankara, Thomas Sankara, c'est comme un prophète, quoi. C'est un gars immense. Quand on cite quelqu'un comme ça, faut être à la hauteur de quelqu'un comme ça. C'est énorme. Et il s'est fait tuer. Donc moi, ce que je souhaite à ce député, c'est qu'il dure. C'est pas qu'il se fasse tuer, c'est qu'il vive 100 ans avec ces mêmes idées, encore plus approfondies, avec encore plus de gens autour de lui pour les mettre en place, pour faire d'autres choix de société. La deuxième raison que j'invoque pour un autre discours, c'est de transmettre, instruire, donner des clés d'action. Parce qu'en effet, dans une réaction aussi forte, aussi puissante, aussi élevée, dans un haut lieu de la démocratie qui est l'hémicycle, c'est quasiment inaccessible pour la plupart des gens du peuple. Ils auraient du mal à s'imaginer là-dedans, faire la même chose et agir et dire des choses comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre les choses à niveau pour pouvoir transmettre, instruire, pour que celui qui écoute et qui est concerné par ça s'en empare et avance de son propre pas, de son propre chef, de sa propre résilience, de sa propre gouvernance, de sa propre autonomie, indépendance, liberté, de sa propre souveraineté. La troisième raison que j'invoque, c'est un principe quasi métaphysique, ésotérique. Lorsqu'on s'oppose trop, lorsqu'on attaque, on augmente la raison d'être de l'adversaire. C'est un principe d'équilibre et de compensation-décompensation. Si vous y allez avec un couteau, l'autre viendra avec une arme à feu et vous arriverez avec un bazooka, l'autre arrivera avec un missile nucléaire. Et ainsi de suite, ça ira dans un engagement, une escalade de violence et d'agressivité parce qu'on s'est opposé violemment. Si vous vous opposez dans la violence, je ne suis pas contre les méthodes violentes et non violentes, la résistance et résistance. Je préfère la non violente. Mais si vous choisissez la violente, faites en sorte que votre adversaire ne se relève plus jamais. Parce que s'il se relève, il invoquera par la loi, par la justice, par la menace, sa propre violence qui sera décuplée. Enfin, la dernière raison que je vois, j'en ai bien d'autres, mais ce sont les principales, c'est l'incapacité d'un tel discours, du fait de sa radicalité, de rassembler. La radicalité divise, c'est-à-dire que ce député LFI a augmenté la ferveur de certains et diminué celle d'autres. Il a augmenté la ferveur des anticolonialistes et peut-être qu'il a blessé l'orgueil ou l'ego
ou l'image de ceux qui ont fait des affaires avec des colonialistes ou des ancêtres ou des descendants de colons. Et donc là, ça divise. Il y a ces 4 points essentiels, chers amis, pour conclure. Montrez à votre adversaire que vous êtes là, présent, que vous vous battez. Montrez-lui qu'il ne se bat que contre de l'eau et du vent. C'est-à-dire que son combat est vain, qu'il se fatigue et que non pas que lui, il vous fatigue. Dans les échecs, vous avez des stratégies qui font que l'adversaire peut vous faire courir pour sauver des pièces. Ne vous mettez pas dans cette situation-là de devoir sauver des pièces, des pions. Gardez tous vos soldats rassemblés, gardez-les actifs pour le bon moment. Ne les fatiguez pas. Et en dernier lieu, donnez le pouvoir d'agir à chacun. Ne prenez pas tout le pouvoir d'agir et la souveraineté des gens avec votre prise de parole. Donnez-leur le pouvoir, donnez-leur la connaissance, donnez-leur l'instruction, donnez-leur la place là où vous êtes. Faites-les rêver d'un jour meilleur. Donnez un avenir radieux auquel espérer. Et enfin, rassemblez tout le monde. Descendants de colons ou d'esclaves. Descendants de blancs ou de noirs. Notre cause commune, c'est qu'on est en train de se faire bouffer par la finance, qu'on est en train de se faire ruiner dans l'âme même. Je ne parle même pas du moyen matériel, dans l'âme, à être contraint à des vies insensées. Et ça, c'est pas souhaitable, c'est pas des avenirs souhaitables. Où on détruit l'humain, où on détruit la nature, où on crée un monde où les gens ont plus envie de se suicider que de vivre. Là est le vrai danger. C'est pas que le milliardaire devienne plus milliardaire qu'il n'a jamais été. On s'en fout de ça. C'est pas que on s'en fout, mais on va dire c'est pas on s'en fout, c'est secondaire par rapport au reste. C'est pas que les jeunes étudiants fassent la queue pour aller à l'aide alimentaire, qu'ils arrêtent les études. On s'en fout qu'ils fassent des études. Ce qui importe, c'est qu'ils vivent et qu'ils soient heureux. Et qu'ils vivent dans une vie belle, noble, vertueuse, simple et de haute pensée. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important pour tous. C'est ça qui est en train d'être rongé. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. On a besoin du pauvre, on a besoin du prolétaire, du sous-prolétaire, du travailleur, de celui qui a du travail, de celui qui n'en a pas, de celui qui est RSA, de celui qui est handicapé, de celui qui a des entreprises, de celui qui est millionnaire, de celui qui est milliardaire. On a besoin de l'aide de tout le monde. Tout le monde doit être là, tout le monde doit être dans la place, tout le monde doit être dans l'arène pour se battre. Mais il faut rassembler un par un, âme par âme, chaque volonté. Et pour ça, on ne peut pas rassembler les gens avec un discours trop radical qui va que dans un seul sens, que dans une seule direction. Il faut pouvoir dire oui, vous êtes colons, nous le sommes aussi. Vous êtes esclaves, nous le sommes aussi. Aujourd'hui, ça me rappelle, je crois que c'était pendant la crise des Gilets jaunes ou après, pendant le confinement, je ne sais plus, mais il y avait un groupe qui s'était déplacé à la région Réunion. Et c'était déjà Huguette Bello qui était présidente. Et donc, tu as un monsieur, il arrive pour parler fort et avec les revendications, tout ça. Moi, je suis descendant d'esclaves. Et elle, qui est descendue de sa pyramide inversée dans son très beau tailleur de haute couture. C'était magnifique, elle était très belle. Blanc, c'est tout de blanc vêtu comme ça. Elle dit, ben moi aussi, en fait, je suis descendante d'esclaves. Dit-elle calmement. En fait, on a tous des origines communes, des causes communes. Moi, je préfère dire que je suis descendant d'affranchis, que je suis libre. J'ai pris la philosophie d'Épictète en me disant que la vie que j'ai, c'est exactement celle que je voulais. C'est exactement celle que je souhaite. C'est exactement celle dans laquelle je suis heureux. Et je suis heureux d'avoir des adversaires comme ça. Je suis heureux d'avoir des personnes qui s'opposent comme ça. Je suis heureux d'avoir un contexte comme ça qui est en train de se passer. C'est très bien, ça va nous réveiller. Ça va nous bouger un peu, nous sortir de nos individualismes, nous sortir de nos petits précarés, de nos petites maisons individuelles, de nous rassembler, de nous réunir les amis. Il faut qu'on se rassemble, il faut que tous nos discours soient épidictiques pour la plupart. Il faut que tous nos discours aient de l'encouragement, du renforcement, et des pauvres et des riches, pour qu'on mette nos efforts et nos forces dans un pot commun. Et
qu'on aille vers là où il y a le plus grand bien, pour le plus grand nombre, pour le plus longtemps possible. Vous en dites quoi?